Voilà, on continue cette série d'interviews de dirigeants dans cette journée spéciale Retail Day, 3e édition comme je vous le disais, en partenariat de Bourse Direct et Roland Corporate. Et j'ai le plaisir désormais de recevoir Geoffroy Sardin, directeur général de Pull-Up Entertainment. Donc Pull-Up, on connaît tous, l'éditeur de référence de jeux vidéo. Et on est ravis de vous recevoir, Geoffroy, parce qu'il se passe un tsunami actuellement sur le secteur des jeux vidéo depuis plusieurs mois. Et c'est vrai qu'on a très envie de vous attendre sur ce tsunami. Quid de l'IA, quid des nouveaux modèles de diffusion des jeux vidéo. Voilà. Et donc c'est vrai que vous, cette année, a été marqué par le gros succès, le phénomène Space Marine 2. Et on a hâte de savoir ce qu'on peut en tirer comme leçon pour le futur. Alors peut-être avant de commencer dans le vif du sujet, peut-être vous représenter rapidement Pull-Up en quelques mots pour nos actionnaires. Merci Julia de cette invitation. Pull-Up Entertainment, c'est plus de 600 collaborateurs et talents sur 3 piliers. Le pilier historique Focus Entertainment qui est un publisher. Le deuxième pilier c'est Dotemu qui est un publisher mais sur le jeu indépendant et rétro gaming. Et le troisième pilier, ce sont nos propres studios de développement. On en a 6 aujourd'hui, donc ce qui compose aujourd'hui le groupe Pull-Up Entertainment. Très bien. Et donc on le disait en introduction, gros succès, énorme succès même, Space Marine 2. Peut-être quelques chiffres que vous pourrez nous donner, mais on a tous envie de savoir, quand on vit un tel succès, sur quoi il a été basé et finalement, quelles leçons vous pouvez en tirer pour reproduire ce phénomène? Oui, en effet, donc on a sorti Space Marine 2, qui est une licence Games Workshop, Warhammer 40 000, en septembre dernier. On a annoncé il y a quelques mois qu'on avait dépassé les 6 millions d'unités vendues. Donc vous pouvez imaginer qu'on en a vendu plus aujourd'hui. On dévoilera nos chiffres plus tard, sans doute de notre annonce du chiffre d'affaires annuel, qui est donc le 17 avril prochain. Alors Space Marine 2, c'est un projet qu'on a commencé il y a maintenant plus de 4 ans, où on a eu une idée en fait de faire un assemblage entre un développeur qui s'appelle Saber Interactive et donc une licence qu'on a travaillée, sur laquelle on a vraiment respecté, si vous voulez, les prérequis de cette licence auprès de la communauté. Donc l'idée première, c'était de respecter ce lore, c'est-à-dire le contenu de cette licence, et d'y ajouter une patte, on va dire, de développement avec un moteur graphique qui pouvait justement répondre à cette exigence de contenu. En plus de ça, il y a eu tout un travail marketing, c'est-à-dire sur la communauté, pour pouvoir sortir le jeu en temps et en heure avec leur approbation. Donc un succès comme ça arrive peu souvent parce que ce sont des chiffres qui sont incroyables. Alors quelle leçon? La leçon c'est on peut faire un jeu avec un succès incroyable, avec des chiffres qui sont enviables pour beaucoup, avec un budget qui n'est pas un budget de triple A. Les budgets de AAA aujourd'hui sont des budgets qui vont de 100 à 300 millions d'euros d'investis, avec tous les risques de retour sur investissement qu'on peut imaginer. Nous, on s'est cantonné à ce qu'on appelle un gameplay exigeant. Aujourd'hui, une communauté de joueurs, ce qu'on appelle les hardcore gamers, ils veulent un gameplay. Ils ne veulent pas qu'on plaise à tout le monde, ils veulent qu'on leur plaise à eux. Donc plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc c'est notre positionnement chez Pull-Up, c'est-à-dire de travailler sur des jeux double A, c'est-à-dire avec un début et une fin. Donc ce n'est pas des jeux massivement multijoueurs, mais en respectant ce que veut, évidemment, ce qu'attendent l'audience précise. Et on travaille ce genre de production avec un groupe aussi de joueurs tout au long de la production. On leur fait tester pour justement arriver avec une production finale qui est adoptée dès le day one par la communauté. D'accord. Et donc c'est vrai que évidemment avec ce succès, on a vu que le cours s'est valorisé, a anticipé ou a apprécié en tout cas ce succès important. Mais la question que tout le monde se pose maintenant, c'est alors, avec toute cette trésorerie engrangée, qu'est-ce que vous allez en faire? Quels sont les futurs projets de développement? Et finalement, que doit-on attendre de Pull-Up maintenant? Alors d'abord, on va avoir une dette nette qui sera sensiblement et même très fortement améliorée. Donc ça, c'est déjà un fait.
Et le deuxième point, c'est qu'on va investir de façon organique avec ce cash généré. S'il y a des opportunités d'acquisition, c'est-à-dire si ça match, s'il y a une parfaite équation au niveau acquisition, on aura un œil dessus. Mais ce n'est pas notre priorité aujourd'hui. On veut consolider, trouver des synergies, travailler des synergies au niveau du groupe, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivées de studios dans notre groupe. Il faut aussi travailler cette optimisation et, encore une fois, se désendetter. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau de la sortie des futurs jeux et du line-up au niveau des futurs jeux de Pull-Up? Alors, l'année 2025-2026, qui commence le 1er avril, c'est une année fiscale au 1er avril, on a déjà annoncé un certain nombre de jeux, que ce soit chez Focus avec Roadcraft, qui est le premier jeu qui va sortir le 20 mai. Il est déjà dans le top 100 en fait, des précommandes chez Steam, donc c'est un jeu qu'il va falloir surveiller. Donc je répète, le nom c'est Roadcraft. D'accord, le 20 mai. Le 20 mai. Ça va être une grande année de Dotemu, donc le deuxième pilier rétro gaming. On a déjà annoncé Ninja Gaiden qui sortira cet été et plusieurs autres grosses annonces vont arriver d'ici peu, donc je ne peux pas vous les dévoiler aujourd'hui. D'accord, donc un line-up en tout cas continue à attendre sur la sortie des jeux cette année. Un très gros line-up. D'accord. Même sans doute le line-up le plus fourni de tous les temps du groupe Pull-Up Entertainment. Ok, avec on espère quelques blockbusters qui pourront ressortir. Alors on entend beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo des coûts de développement de plus en plus importants pour sortir des nouveaux jeux. On entend aussi beaucoup de licenciements dans l'industrie, ça fait parler des salariés. Et la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que ces coûts vont continuer à progresser au niveau du coût de développement, ou alors est-ce que l'intelligence artificielle va permettre finalement de changer ce paradigme et de changer un peu le modèle de développement des jeux? Alors nous, notre positionnement chez Pull-Up Entertainment, c'est pas d'être en compétition avec les AAA qui ont des coûts de développement très important. On veut s'adresser à une audience précise, être très distinctif, avec un gameplay exigeant. C'est nous notre cœur de notre positionnement, gameplay first. On ne veut pas en fait rentrer dans une dynamique aujourd'hui de AAA qui propose des mondes ouverts pour plaire à une audience très très ouverte. Nous on s'adresse à une audience particulière. J'en veux pour preuve par exemple ce qu'on fait avec la simulation de train. C'est une audience extrêmement exigeante, et on travaille cette exigence en adressant cette audience et non pas en ouvrant à d'autres audiences potentielles. Les coûts de développement aujourd'hui sont maîtrisés chez Pull-Up Entertainment. C'est vraiment, il y a une discipline aujourd'hui dans la gestion de la société qu'on a mis en place. L'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on travaille, c'est pas une nouveauté. On travaille sur... les plus performantes peut-être. Voilà, les plus performantes. Elle nous permet en fait de travailler sur ce qu'on appelle du procédural. Procédural, c'est la capacité en fait de dupliquer un contenu pour que vous ayez une expérience différente à chaque fois que vous rejouez un jeu. Donc l'idée et l'apport de l'intelligence artificielle est génial dans la rétention. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez un début et une fin, et puis vous passiez à un autre jeu. Aujourd'hui, si vous voulez rejouer au même jeu, vous aurez une expérience qui sera différente à cause du procédural et donc de l'intelligence artificielle. Donc je ne dirais pas que l'intelligence artificielle va remplacer des expertises, on va dire, de création, mais elle va améliorer l'expérience du joueur. Et ça fait combien de temps que l'intelligence artificielle fait partie déjà des process au sein de Pull-Up? Ça fait depuis à peu près 2 à 3 ans qu'on travaille via des moteurs graphiques qui nous permettent justement d'implémenter l'intelligence artificielle. Notamment, on est en train de diffuser sur l'ensemble de nos studios aujourd'hui, donc les 6 studios dont je vous ai mentionné, un nouveau moteur graphique qui s'appelle Unreal Engine 5, qui permet de plugger de l'intelligence artificielle de façon plus facile et agile. D'accord, ok. Et donc, on rassure, on va dire, peut-être l'industrie, ou en tout cas les personnes qui travaillent dans cette industrie. Pour vous, aujourd'hui, ça ne fait pas l'objet de remplacement de l'homme, ou en tout cas du créateur du jeu. Ça nous permet en fait d'être plus agile et plus rapide. D'accord. Lorsqu'on a en tête une production, en fait, une durée de production de 3 à 4 ans d'un jeu, on peut se permettre de dire qu'on pourra réduire ce temps de production. Et réduire le temps de production, c'est réduire évidemment aussi de l'investissement. Donc il y aura un effet, une optimisation grâce à l'intelligence artificielle, ça c'est sûr.
Ok, bon, très bien. Peut-être un point important pour les actionnaires individuels qui vous écoutent ce matin. C'est vrai que l'industrie, elle est très mal menée en bourse. Pull-Up s'en sort finalement plutôt pas mal dans le cadre de l'industrie. Mais comment vous pourrez donner confiance aux actionnaires qui vous suivent pour leur montrer que Pull-Up finalement est très bien positionné dans ce secteur-là et promet, on va dire, de beaux jours devant lui? Alors au niveau marché, le segment indépendant et AA est le segment qui se porte le mieux aujourd'hui sur le marché de jeux vidéo. Le segment AAA a fortement baissé dernièrement parce qu'il y a eu des itérations de grosses licences qui n'ont pas rencontré le succès escompté par les éditeurs. Par contre, le AA, c'est un marché premium qui est donc solide, qui n'est pas basé sur du free-to-play avec des revenus aléatoires. On travaille énormément le développement du live. Donc le live, c'est des contenus additionnels pour retenir en fait nos joueurs dans les jeux que l'on propose. Et ça, c'est un investissement organique, un investissement en outils, en expertise. Donc il y a eu l'arrivée de Ahmed Boukhelifa, qui est notre directeur de production aujourd'hui, qui a créé en fait un studio Ivory Tower, qui est donc la franchise The Crew, est un jeu live. Et ça, cette expertise live est très importante pour donner une durée de vie de nos jeux et qui ne soient pas des one-shot. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un élément, on va dire, prégnant de notre positionnement. Des coûts d'investissement maîtrisés, une relation avec Games Workshop, avec le succès que l'on connaît. Vous pouvez imaginer qu'on a des relations au beau fixe avec Games Workshop, donc on aura certainement d'autres partenariats. Donc il y a des perspectives, une discipline financière et un positionnement qui est clair, c'est-à-dire faire mieux, plus beau et moins cher. D'accord, effectivement, beaucoup d'espoir pour nos actionnaires. Peut-être une dernière question avant de clôturer cette interview. C'est vrai que les modèles de distribution ont beaucoup changé aussi dans les jeux vidéo, avec la montée en puissance de Game Pass. Comment vous réagissez et comment vous positionnez par rapport à tous ces sujets-là? Alors, le fait prégnant en fait sur les modèles de distribution, c'est plutôt en fait les free-to-play. Les modèles de subscription, c'est un modèle qui est maintenant adopté, compris et surtout utilisé par l'ensemble des éditeurs. Donc, ça, on va dire, ça a remplacé évidemment le modèle retail qui aujourd'hui n'existe plus. C'est vraiment le free-to-play qui a vraiment changé la donne par rapport au premium. Le premium aujourd'hui, il existe pour et continuera à exister pour des années encore futures, parce qu'il s'adresse à des audiences extrêmement, on va dire, exigeantes qui souhaitent avoir quelque chose qui leur sied à eux. Et ils sont prêts en fait à investir dès le début, plutôt que d'aller sur du free-to-play qui s'adresse à une audience élargie, beaucoup plus large. Donc, notamment sur le segment sur lequel nous investissons, c'est les segments de simulation. Simulation de train, toutes les simulations qu'on fait avec notre partenaire Saber Interactive, etc. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le modèle premium fonctionne très bien, notamment sur les AA et sur la simulation. D'accord, ok. Donc un positionnement effectivement clair, réfléchi et qui doit profiter des trends du marché. Merci beaucoup Geoffroy de nous avoir éclairé sur Pull-Up et surtout sur toutes ces tendances du marché, sur le positionnement de votre société sur ce marché. Merci à tous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle interview.